Bonjour, ici Olivier Laliberté, vice-président en communication pour le comité CPA de l'UQTR à Longueuil. Bienvenue au podcast des Bas-Bruns. Merci à nos partenaires Mazars, Demerson Bone, Hardy Normand et Associés et EY. Bon, bien, bienvenue au podcast des Bas-Bruns. Aujourd'hui, vos animateurs Jérémy Guérin et moi-même, Jérémy Hamon, on est avec Maëlys Balthazar, qui, elle, est conseillère relève et promotion pour la profession de l'Ordre des CPA du Québec. Bonjour Maëlys, ça va bien? Ça va très bien, vous? Super bien, merci. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours? Oui, bien sûr. Donc, moi, c'est Maëlys. Je suis arrivée au Canada il y a 6 ans en tant qu'étudiante étrangère. J'ai fait un bachelor en gestion internationale à l'UQAM. Ensuite, je suis partie en Chine pour faire un mandat de consultation à la suite de mon bac. Et j'ai commencé mon emploi donc, au Canada en finance pour une banque. Il y a eu une opportunité en développement des affaires à l'Ordre des CPA que j'ai saisie. Et là, ça va faire bientôt 1 an que je suis conseillère relève et promotion de la profession pour l'Ordre des CPA. Puis, je me considère chanceuse, on va dire, parce que tous les jours, je peux faire ce que j'aime. J'ai quand même un poste assez multidisciplinaire, donc je peux voir autant du marketing, de la profession, de la stratégie, de la gestion de projet. Donc, je ne m'ennuie jamais, on va se le dire. Je suis très contente de ça. Et je fais affaire avec des publics allant du secondaire au 2e cycle universitaire. Donc, j'ai aussi de la diversité par rapport aux personnes que je côtoie dans ma vie professionnelle. Être conseillère relève, c'est vraiment être le lien et représentante de l'ordre entre les étudiants qui voudraient devenir CPA et l'ordre. Donc, c'est des personnes qui ne sont pas encore candidates, mais c'est notre objectif à l'équipe de la relève de développer la curiosité et de susciter l'envie auprès des étudiants de devenir CPA. C'est super, merci. Est-ce que tu peux vraiment faire peut-être un day-to-day de ce que c'est, dans le fond, être relève pour l'ordre? Oui, bien sûr. J'ai aucune journée qui se ressemble. Donc, comme je dis, je suis très contente de ça. Donc, je m'ennuie jamais. Mais vraiment, on est là pour supporter les comités étudiants CPA, organiser des activités de rayonnement, recrutement pour les étudiants. On est là pour diffuser de l'information, faire des conférences, des séances d'information sur le cheminement, donner du conseil aux étudiants, les aider dans leur parcours aussi pour essayer de l'apporter l'information juste. Puis ça, c'est au niveau universitaire. Ensuite, du secondaire au cégep, on est là pour éveiller la curiosité à propos de la profession CPA auprès des jeunes. Donc, on fait affaire avec des organismes externes, par exemple, pour développer des partenariats, pour assurer une visibilité de l'ordre aussi auprès de la jeunesse. Donc, c'est vraiment, on va dire, on a des périodes un peu plus chargées que les autres, comme le début de la session d'automne. Mais ça peut aussi être le début de la session d'hiver. Après, ça se calme un peu, on va dire, en été. Mais c'est un poste très flexible et, comme j'ai dit, vraiment multidisciplinaire. On voit plein de choses tous les jours. Puis, c'est quoi les outils qui sont disponibles pour les comités? Alors, on s'assure que le mandat d'un comité étudiant CPA au Québec, on essaie de vous faciliter votre mandat. Donc, tout ce qu'on peut vous aider dans la production d'outils comme développer des partenariats ou bien expliquer à un étudiant c'est quoi la différence entre le titre de CFA et le titre de CPA, c'est quoi la différence entre le programme national et le DESS. Donc, on essaie de mettre à la disposition des comités étudiants CPA qui sont notre extension, des outils qui vous permettent justement, pendant votre mandat, d'aider vos étudiants sur vos propres campus. Pour jumper un peu plus sur l'ordre, est-ce que tu peux nous présenter un peu c'est quoi la profession CPA au Canada? Nous, on est des comptables, on aime ça avoir des chiffres, donc as-tu des statistiques par rapport à ça? Oui, bien sûr. Premièrement, être CPA, ça veut dire quoi? Ça veut dire être un comptable professionnel agréé. Donc, ça veut dire que c'est une profession qui est encadrée par un ordre professionnel. Donc, être CPA, ça veut dire répondre à des exigences aussi tout au long de sa carrière, pas seulement pendant le cheminement, mais vraiment tout au long de sa carrière. Mais ce qu'il fait aussi, c'est que grâce à ça, le CPA, c'est un gage de qualité et de confiance auprès de son employeur, auprès de ses clients, mais aussi au sein de sa collectivité.
Donc, l'ordre, la mission principale, c'est la protection du public. C'est notre mission à l'ordre. Donc, faire partie de l'ordre professionnel, c'est aussi agir en tant que tel auprès de tous les acteurs de la communauté. Puis, en devenant CPA, c'est choisir une profession qui est stimulante, qui est enrichissante pour vous. Et puis, vous pouvez avoir accès à des postes de haute direction. Par exemple, 75% des chefs de la direction financière sont CPA. Donc, si vous voulez avoir accès à ce genre de poste, en fait, votre titre de CPA, bien, ça va vous aider. Ça va vous aider à apporter crédibilité auprès de votre employeur. Puis, vous allez avoir plus de chances d'avoir accès à ce genre de poste. Ou bien, ça apporte de la crédibilité auprès des banques si vous voulez devenir entrepreneur. Puis, votre banquier, il sait que vous avez le titre de CPA. Bien, pour lui, j'ai confiance en lui parce que ça veut dire qu'il sait c'est quoi la santé financière d'une entreprise. Donc, bien sûr que je vais l'aider dans son projet, pour se bâtir son entreprise. Et puis, aussi, c'est pas négligeable. Au Canada, on a à peu près au Québec, pardon, on a 40 000 membres, 5 000 futurs CPA. Puis au Canada, c'est à peu près 210 000 membres. Donc, une fois que vous êtes CPA, c'est aussi faire partie d'un réseau influent. C'est pas négligeable quand vous êtes sur le marché du travail parce que c'est comme une grande famille aussi, les CPA. Donc, ça vous permet aussi de réseauter et d'avoir une carrière en croissance constamment. Ça représenterait quoi le taux de placement des CPA? Le taux de placement actuellement, il est près de 100%. Donc, ce n'est pas une profession. On va dire que votre défi, ça ne va pas être de vous trouver une opportunité de carrière, mais ça va être de choisir ce que vous voulez faire. Et vous avez beaucoup d'opportunités de carrière dans tout type de secteur d'activité, tout type d'organisation. Est-ce qu'il y a vraiment une limite à ce que dans les domaines que les CPA peuvent, dans le fond, sur lesquels ils peuvent travailler? Non, absolument pas. Quand on est CPA, en fait, partout où il y a de l'entrée et de la sortie d'argent, on a besoin d'un CPA. Donc, autant que ton entreprise, Weekendry, a besoin d'un CPA qu'une grande multinationale. Donc, ça dépend de ta personnalité puis dans quel secteur d'activité tu veux travailler. Mais il n'y a pas de limite à ce que tu pourrais faire avec ton titre de CPA. Puis, un CPA peut s'attendre à quel genre de rémunération durant sa carrière? Alors, en 2019, il y a eu une étude sur les salaires des CPA au Québec. Là, c'est une moyenne, donc je vous dis tout secteur confondu, tout employeur confondu et aussi le niveau d'expérience confondu. Mais en moyenne, en 2019, un CPA a gagné 121 000 par année. Puis c'est quand même un salaire qui est très intéressant. Bon, bien sûr, le cheminement est un peu plus compliqué, il est un peu plus long que les autres cheminements, mais la récompense y est derrière. Puis je peux vous donner d'autres chiffres aussi. Par exemple, un CPA qui travaillait en fiscalité en 2019, il gagnait 117 000 par année. Un CPA qui travaillait en gestion de projet, c'était 165 000 par année à peu près. Puis ça va en montant. Je dirais que ça va entre du 45 000 à votre stage jusqu'aux 200 000 pour être gestionnaire de risque ou travailler dans la stratégie des entreprises. Super. Pour le bénéfice de nos auditeurs, est-ce que tu peux, dans le fond, décrire un peu c'est quoi le parcours qui amène à devenir CPA? Je sais que nous autres, on a notre parcours à nous, mais je suis sûr qu'il doit y avoir une multitude de façons d'accéder au titre quand même. Oui, bien sûr. Ben, le parcours est quand même commun à tous. Il y a quelques, on va dire, diversités pour certains aspects, mais c'est vraiment un parcours qui est commun à tous parce qu'on s'assure que vous ayez eu tous la même formation parce que vous êtes professionnel de la comptabilité. Donc, première étape, c'est d'avoir votre bac en comptabilité ou votre bac en admin spécialisé en comptabilité, qui est reconnu par l'ordre. Une fois que vous avez fini votre bac, on va vous demander de vous inscrire à l'ordre en tant que candidat d'exercice à la profession, que vous avez fini votre bac et que vous êtes prêt à commencer votre troisième étape, qui est le programme de formation professionnelle. Si vous n'êtes pas prêt à commencer votre PFP, votre programme de formation professionnelle, vous n'êtes pas obligé de tout de suite vous inscrire à l'ordre. Une fois que vous êtes inscrit à l'ordre, là, vous avez le choix pour votre troisième étape, donc le programme de formation professionnelle. Soit vous faites votre DESS à l'université, soit vous faites votre programme national. Les deux programmes mènent au même objectif, c'est vous préparer à l'EFC et mettre en pratique, en fait, toute la théorie que vous apprenez. Mais c'est deux façons d'étudier qui sont différentes. Le programme national, c'est un programme qui peut se faire à temps plein ou à temps partiel, entre 12 et 24 mois en e-learning. Ou alors, vous pouvez faire votre DESS à l'université qui vous procure un diplôme. Donc là, ça dépend des universités, mais vous pouvez le faire aussi à temps plein ou à temps partiel, entre 9 et 24 mois. En général, c'est un 9 mois, mais là, c'est un choix que vous avez. Donc, dépendamment où est-ce que vous en êtes dans votre vie,
c'est quoi votre emploi du temps, si vous voulez avoir accès au marché du travail un peu plus vite ou si vous voulez vraiment continuer à l'université. Ensuite, une fois que vous avez fini votre PFP, donc là, il va falloir effectuer un stage. Le stage est de 24 mois. Vous pouvez le faire autant en cabinet, en entreprise, secteur public, OSBL, institution financière. C'est vous qui choisissez. L'important, il faut qu'il soit de 24 mois, puis il faut que ce soit un stage qui soit reconnu. Donc, on appelle ça stage, mais il faudrait vraiment l'appeler une expérience pratique. Donc, pendant votre stage, vous allez mettre en pratique tout ce que vous avez appris pendant votre programme de formation professionnelle. Puis c'est une occasion aussi pour vous de savoir qu'est-ce qui vous plaît dans la fiscalité, l'audit, la certification, l'information financière, la gouvernance, la stratégie. Ça vous permet aussi d'avoir un pied sur le marché du travail et de voir c'est quoi votre spécialité. Ensuite, une fois que vous avez fini votre stage, en fait, ce n'est pas une fois que vous avez fini, vous pouvez faire aussi votre EFC à partir du moment où vous avez fini votre programme de formation professionnelle. C'est vous qui décidez si vous passez votre EFC avant votre stage ou après. Ça dépend des personnes, puis où est-ce que vous en êtes. Mais on va dire qu'après votre préfet, vous faites votre stage. Une fois que vous avez fait votre stage, vous allez faire votre examen final, donc l'EFC, un examen final commun. Donc, c'est un examen national qui se passe au Canada. C'est sur 3 jours, bien évidemment, si vous en avez déjà entendu parler. Puis, une fois que vous avez fini ces 5 étapes, on vous délivre votre titre de CPA. Super. Puis, mettons pour le stage, là, si tu peux nous parler un peu plus du processus de stage, les différences aussi avec quelqu'un qui voudrait avoir son CPA auditeur ou quelqu'un qui ne voudrait vraiment pas être dans l'audit. Oui, alors, pour les personnes qui souhaitent avoir le titre de CPA auditeur, c'est des personnes qui veulent être autorisées à signer les états financiers, ils veulent faire des missions d'audit, des missions d'examen, de compilation. Dans ce cas-là, il faut respecter certains critères dans le stage, mais il y a aussi d'autres choses à respecter. Par exemple, il faut absolument réussir vos modules ou vos cours sur la fiscalité et la certification pendant votre programme de formation professionnelle. Et à l'EFC, au jour 2, où vous devez choisir un rôle, il faut absolument choisir le rôle en certification. Pour le stage, comme tu dis, il faut absolument faire 24 mois dans un stage préapprouvé par l'Ordre. Donc, toute la liste des stages préapprouvés se retrouve sur le site Internet. Puis, en fonction des régions, il y en a quand même beaucoup. Puis, si votre stage n'est pas dans la liste qui est sur le site de l'Ordre, vous pouvez toujours écrire à l'adresse qui est indiquée juste en dessous pour essayer de voir si votre offre de stage pour un stage en certification serait approuvée pour valider votre titre de CPA auditeur. Il faut absolument aussi que votre mentor, pendant votre stage, parce qu'aux 24 mois, vous voulez passer auprès d'un mentor qui est expérimenté et qui est là pour vous conseiller pendant votre stage, il faut que ce mentor-là ait le titre de CPA auditeur. Ça, c'est la différence entre le stage régulier et le stage pour devenir CPA auditeur. Sinon, vraiment, le stage, il faut qu'il soit de 24 mois. Temps plein ou temps partiel, c'est vous qui décidez. Il faut que ce soit rémunéré. C'est vraiment un critère important. Il faut que le stage soit rémunéré. Il faut avoir un mentor CPA, donc un mentor CPA auditeur si vous faites votre stage en audit, ou bien un mentor CPA régulier. Puis c'est vraiment, comme je vous ai dit, c'est une expérience pratique. Donc, il faut que ce soit des tâches de plus en plus complexes, avec de plus en plus de responsabilités et d'autonomie. Oh, ça répond bien à la question. Un peu pour poursuivre dans la lancée, on a souvent le mythe que les CPA, ils travaillent en cabinet, puis c'est dans un cabinet comptable. Est-ce que c'est... puis que dans le fond, pour pouvoir poursuivre leur formation, il faut qu'ils le fassent absolument en cabinet. Est-ce que c'est vrai ou dans le fond, quelqu'un pourrait obtenir un stage en entreprise et obtenir son titre pareil? Alors, tu m'as dit que tu aimais les chiffres, donc je vais te répondre par chiffre. Donc, c'est 75%, c'est 75% des CPA qui travaillent en entreprise et 25% des CPA qui travaillent en cabinet. Alors, c'est vrai que la question se pose auprès des étudiants. Je fais mon stage en entreprise, en cabinet. C'est quoi le meilleur parcours? Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Pas du tout. Il n'y a pas de parcours meilleur que l'autre. Tout existe. Donc, tu peux faire le tour, tu peux voir ce que tu aimes. Ce n'est pas parce que tu as commencé ton stage en cabinet ou en entreprise que tu ne peux pas changer et finalement, c'est autre chose qui te plaît. Pas du tout. Il faut vraiment que tu trouves le stage qui fit ta personnalité, que ce soit en audit, que ce soit en finance, en stratégie, c'est vraiment en fonction de tes intérêts. C'est normal que tu te poses la question, mais il faut vraiment que tu gardes le cap sur tes intérêts. Donc, il n'y a pas un parcours meilleur que l'autre, c'est vraiment à l'étudiant de décider où est-ce qu'il veut faire son stage. Puis, dans la profession CPA, ce qui est cool, on va dire, c'est que tu peux choisir dans quel type d'organisation tu veux faire ton stage. Puis, c'est quoi les principaux conseils pour se préparer à une entrevue de stage que tu pourrais donner, maintenant?
Mais alors, comment se démarquer, on va dire, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants qui font le processus de recrutement chaque année. Moi, je vous dirais, première chose, c'est d'être fidèle à ce qu'on est. Pas d'essayer d'être une personne différente, pas essayer de faire plaisir à votre interlocuteur pour essayer de fitter à l'entreprise, mais plus d'essayer de trouver une entreprise qui vous fitte à vous. Donc, si la personne en face de vous, elle n'est pas intéressée par votre profil, c'est pas grave. Il y a quelqu'un d'autre qui serait intéressé à vous avoir dans son entreprise. Il ne faut pas se sentir oppressé, obligé de dire oui, parce que je sais comment se passe le processus de recrutement. Des fois, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de stress. Garde ton cap sur tes intérêts, trouve vraiment l'employeur qui t'offre ce que tu attends d'un employeur et pour qui tu te vois travailler et tu vois faire une expérience de travail qui correspondrait à tes intérêts. On a parlé brièvement des cabinets. Est-ce que tu peux nous faire comme un outline des avantages d'aller vers un grand cabinet, un moyen cabinet, un petit cabinet? Vraiment, quels sont leurs points forts, leurs points faibles peut-être? Alors, il n'y a pas vraiment de points forts et points faibles entre grands, petits, moyens cabinets. Il y a des avantages partout. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, par exemple, dans un grand cabinet, vous allez faire partie d'une grande équipe qui est spécialisée dans un domaine. Si vous êtes dans un plus petit cabinet, ben là, vous allez avoir la chance de parcourir les différents secteurs de l'entreprise ou du cabinet et vous allez voir plusieurs choses. Mais là, encore une fois, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous savez que vous êtes passionné de fiscalité et puis c'est vraiment ce que vous voulez faire, vous pouvez aller travailler pour un grand cabinet dans leur secteur de fiscalité puis refaire votre stage là-bas. Si vous voulez avoir plus une vision 360 et que vous voulez faire le tour pour essayer de savoir c'est quoi que vous préférez parmi toutes les spécialités, peut-être qu'un cabinet, ça vous permettra de faire le tour plus rapidement. Moi, je voudrais te demander, qu'est-ce que tu en penses de la phrase qu'on entend comme quoi que les comptables sont plates? Ah oui, pas du tout. J'en côtoie à peu près tous les jours. Je peux vous assurer que les comptables ne sont pas plates et que les futurs comptables, donc comme vous, ne sont absolument pas plates. Et je pense que justement, votre projet du podcast des Bas-Bruns est une belle preuve de cela. Et tout ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, les futurs CPA, mais aussi les CPA, ils arrivent à prendre toute cette technologie, tout ce virage de l'ère numérique à bon escient et en faire de super beaux projets comme celui-ci. Donc, je dirais vraiment que les CPA ne sont pas plates. J'espère. Pour poursuivre un peu dans l'acheminement des CPA, quel coût que ça engendre justement de poursuivre ses études, mettons si on part de l'université jusqu'à avoir son titre? Alors, à partir du moment où vous commencez votre bac, donc là, vous payez des frais de scolarité à l'université. Ça dépend des universités. Je sais que c'est à peu près à 1 500 $ par session, mais ça dépend vraiment des universités que vous avez au Québec. On en reconnaît 11 au Québec dans lesquelles vous pouvez faire votre bac reconnu par l'ordre. Ensuite, pour votre programme de formation professionnelle, vous avez 2 choix. Le DESS, encore une fois, c'est à l'université, donc c'est l'université qui décide de ses frais de scolarité. Le programme national, c'est à peu près à 1 600 $ par module. Donc, vous avez 6 modules, donc ça fait à peu près 10 000 $ pour 2 ans. Ensuite, il y a des frais quand vous allez vous inscrire à l'ordre. Vous avez des frais aussi pour vous inscrire à l'EFC. Donc, tout ça, c'est des frais qui se calculent, mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que vous avez beaucoup de propositions d'aide. Par exemple, premièrement, nous avons une fondation à l'ordre des CPA qui s'appelle la Fondation CPA. C'est vraiment la fondation de l'ordre des CPA du Québec. C'est une fondation qui offre à peu près à tout niveau scolaire des bourses. Donc, ça peut aller du cégep, bac, votre programme de formation professionnelle jusqu'au doctorat. Et c'est des bourses qui sont plus sur le soutien financier que le mérite scolaire. Donc, vous pouvez les redemander tout au long de votre parcours. Si vous l'avez demandé à l'automne, vous allez pouvoir la redemander à l'hiver. Puis, il faut vraiment être attentif et vérifier ce qui se passe parce qu'il y en a à peu près tout le temps, je vous dirais. Ensuite, auprès des banques aussi, vous avez des avantages parce que vous êtes inscrit dans un programme de formation professionnelle pour faire partie d'un ordre professionnel. Donc, certaines fois, les banques vous proposent aussi certains avantages. Puis, tout autre organisme aussi, avec l'université, vous avez des bourses. Mais après, vous avez tout autre organisme privé aussi qui peut vous aider pendant votre parcours. Ou bien,
évidemment, votre employeur avec qui vous allez faire votre stage, qui est là pour essayer de vous avoir parce que le but de l'employeur, c'est vraiment d'avoir des futurs CPA et de les garder plus tard. Bien, ils vont vous proposer aussi des avantages sociaux ou prendre vos frais d'inscription ou alors avoir un horaire flexible pour vous permettre d'avoir le temps d'étudier. Donc, tout ça, ça va prendre en compte et ce n'est pas quelque chose qui devrait vous stresser pendant votre parcours. Puis, est-ce que tu peux nous parler un peu de la différence entre faire un MBA et le DSS? Oui, bien sûr. Mais c'est vraiment deux diplômes différents. Le MBA, ça servirait à quelqu'un qui voudrait être très fort en gestion commerciale d'entreprise, par exemple. Ça peut être un atout, le MBA. Mais quelqu'un qui a déjà son titre de CPA, le MBA, ça pourrait seulement être un atout. Par exemple, un CPA peut faire de la gestion d'un MBA, un CPA peut faire de la finance d'un CFA, mais un CFA et un MBA ne pourraient pas faire la comptabilité d'un CPA parce que le CPA a une vision 360. Donc, vraiment, ça pourrait être un plus pour vous, mais déjà, avec votre titre de CPA, vous avez un atout sur le marché du travail. OK. Pour poursuivre un peu, tu as mentionné la fondation CPA. Est-ce que tu peux nous décrire un peu sa mission, ses valeurs, qu'est-ce qu'elle prône dans le fond? Oui, bien sûr. Donc, comme je vous ai dit, à l'Ordre des CPA du Québec, nous avons une fondation qui s'appelle la Fondation CPA. Nos partenaires et nos membres nous font des dons tout au long de l'année. Et cette fondation est vraiment pour les étudiants et les candidats voulant devenir CPA. Donc, sur tous les niveaux de scolarité, il y a des bourses et elles sont assez fréquentes au long de l'année. Donc, il y en a à l'automne, il y en a à l'hiver. Et il y a beaucoup plus de bourses. En fait, je vous dirais que sur toutes les bourses qu'on a, il y en a une qui est sur le mérite scolaire pour l'instant. Après, ça peut changer à chaque année. Mais la majorité de nos bourses qu'on propose, c'est vraiment sur le soutien financier. Donc, si quelqu'un le demande pour cette période-là, vous pouvez le redemander après et jusqu'à ce que vous ayez fini votre parcours. Donc, c'est vraiment pas une aide qui est négligeable. Avant de travailler pour l'Ordre, tu as travaillé chez Desjardins. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu as fait le switch pour aller travailler pour l'Ordre? Alors, j'étais très contente de travailler pour Desjardins. Je travaillais en finance pour garde de valeur à la bourse. Mais je voulais m'orienter dans le développement des affaires. La finance, ça m'a plu, mais c'était quelque chose d'un peu plus redondant, que je cherchais vraiment un poste qui me permet de voir une multitude de tâches tout au long de ma journée, que je ne m'ennuie pas, parce que c'est très important pour moi de ne pas m'ennuyer au travail. Je pense que c'est pas que j'avais fait le tour en finance, mais je voulais juste avoir de nouveaux défis. Et voilà, il y avait une super belle opportunité à l'Ordre des CPA, donc je l'ai saisie. Et aujourd'hui, je trouve que ça a été un super beau move pour moi. J'en suis très, très, très contente. Quelles sont les exigences des différents postes que, dans le fond, un CPA peut occuper, dans le fond? Alors, il n'y a pas d'exigence particulière, à part pour le titre de CPA auditeur, comme je vous ai dit. Sinon, il n'y a pas de limite, en fait. Déjà, votre titre de CPA, ça vous apporte votre crédibilité et ça, en fait, ça démontre que vous avez suivi une formation spéciale, que vous avez fait votre stage, que vous avez aussi survécu à l'EFC. Donc, tout ça, ça démontre tout ce que vous pouvez apporter à l'employeur. Donc, à part le titre de CPA auditeur pour les missions d'audit, d'examen, de compilation et avoir le droit d'exercice exclusif de signer des états financiers. Sinon, il n'y a pas d'exigence particulière pour occuper un poste de CPA. Parfait. Puis, moi, j'aimerais ça qu'on parle un peu là, de ton expérience en Chine. Oui. Peux-tu nous décrire un peu c'est quoi que tu faisais, comment ça fonctionnait aussi? Alors, honnêtement, moi, la Chine, je suis tombée amoureuse de la Chine. Pas seulement des ramen, mais vraiment de la Chine en général. Mais ça a été ma plus belle expérience de travail. Donc, on était partis 4 mois. Non, on était partis 1 mois, mais notre travail, il a duré 4 mois. C'était pour évaluer, en fait, si une entreprise québécoise pouvait s'établir en Chine en fonction de leur plan de travail et de leur business plan. Et aussi, la particularité en Chine, c'est d'avoir des contacts pour s'établir un commerce là-bas. Donc, on était partis sur place pour essayer de voir comment était possible pour un Canadien, un Québécois, de s'établir en Chine. Et je trouve que la ville, j'étais à Shanghai, donc la ville est magnifique. Le vivre aussi, j'adore Montréal, mais
je suis tombée vraiment amoureuse de la ville de Shanghai et dès que j'ai l'occasion, je pense que je repartirai peut-être pas pour faire un mandat de consultation, mais encore pour des vacances. Mais quand c'est possible, là, je conseille en tout cas à tout le monde de faire au moins une expérience internationale parce que ça permet de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, c'est quoi les bonnes pratiques, mélanger les cultures, en apprendre plus. Donc, ça a été vraiment une belle expérience. Est-ce que tu parles un peu mandarin? Oui, alors juste après cet épisode, je me suis rendu compte qu'à part mon anglais qui était assez correct et l'anglais assez correct de mes correspondants en Chine, on ne pouvait pas vraiment se parler. Donc, ce qui est bien avec Google, c'est que tu peux t'enregistrer parler français ou anglais et il le traduit en mandarin et ils peuvent l'écouter. Sinon, c'était assez compliqué, donc avec le langage des signes. Mais une fois que je suis revenue à Montréal, j'ai décidé donc de commencer à apprendre le mandarin. Puis ça s'est bien passé, mais c'est très, très, très difficile, on va se le dire, juste pour lire les caractères. Mais j'essaie de continuer comme je peux. Ouais. Moi, j'apprends un peu sur Duolingo, là, tranquillement. Oui. Oui, super bien aussi Duolingo. J'ai commencé à apprendre le portugais. Oui. C'est plus facile le portugais d'un certain sens vu que ça revient du latin. Ouais. C'est quand même une langue assez compliquée aussi. Oui, pour la prononciation. Est-ce que tu penses, je ne suis pas au fait, mais est-ce qu'il y a un ordre CPA en Chine? Ou c'est pas... Oui, bien sûr. Oui, oui, il y a l'équivalent d'un ordre CPA en Chine, bien évidemment. Oui, il y en a à peu près, je ne dirais pas tous les pays, mais il y en a dans la majorité des pays. Et sur notre site internet de l'ordre des CPA, en fait, il y a un site qui est dédié aux travailleurs étrangers qui voudraient s'établir au Québec avec le titre de CPA. Donc, en fonction du pays, quelquefois, par exemple, il y a un accord mutuel entre la France et le Québec. Donc, c'est important de le savoir quand les personnes arrivent ici et qui veulent avoir leur titre de CPA. Il y a beaucoup d'arrangements qui se font entre pays. Sinon, c'est des équivalences à passer à l'université puis programme de formation professionnelle. Mais il y a vraiment un site qui est dédié en fonction du profil de la personne qui arrive pour savoir qu'est-ce qu'elle a à faire pour obtenir son titre de CPA. OK. Alors, c'est possible pour un CPA de bien s'intégrer à l'étranger, mais il y a quand même quelques petites affaires qu'il va devoir faire. Là. Mais le titre est reconnu mondialement, donc vous pouvez travailler à l'étranger, mais par exemple, si vous voulez exercer dans la mission d'audit ou d'examen, ben là, il va falloir se renseigner dans le pays dans lequel vous allez. Okay. Si vous avez besoin de faire des ajustements dans votre formation ou si vous avez besoin de passer un examen particulier pour pouvoir exercer. Super. Justement, on a reçu une de nos invitées, c'était Claudiane Godbout. Puis elle nous disait qu'elle voulait peut-être faire la mise à niveau pour pouvoir exercer aux États-Unis. Est-ce que tu penses que bientôt il va y avoir une harmonisation entre le Canada et les États-Unis au niveau justement de pouvoir signer les états financiers? Mais je ne sais pas si ça arrivera bientôt, peut-être, je ne le sais pas. Mais c'est quand même un processus qui est facile d'accès, on va dire. Mais c'est CPA Canada. Donc, CPA Canada régit tous les ordres professionnels qui régit CPA Québec. Puis c'est eux qui décident en fait des accords qu'ils font entre les pays. Mais avec les États-Unis, à part si vraiment, comme Claudiane, elle veut exercer à titre de CPA auditeur, sinon votre titre est reconnu là-bas. OK. Super. Puis, sinon, à part de ça, c'était... si tu peux nous parler un peu de ce que tu faisais chez Desjardins. Oui, alors je travaille pour Garde de valeur. Donc, Garde de valeur, c'est comme un coffre-fort numérique. Donc, avant, c'était une grosse voûte dans laquelle on gardait les titres de la bourse. Puis là, maintenant, tout est dans le numérique. Mais on a besoin quand même de gardiens pour faire matcher une transaction. Donc, on a 48 heures pour que les deux courtiers, en fonction du pays, donc moi, j'étais aux transactions internationales, donc je faisais des horaires assez difficiles, mais on était là pour s'assurer que chacun reçoit ses intérêts, que le paiement se fasse bien et que les coordonnées, donc les instructions de paiement et des transactions soient bien reçues de la part des deux côtés pour qu'une fois sur le marché, ça puisse matcher le plus rapidement possible pour éviter de perdre des intérêts. Oh, super. Merci, Maëlys. On va peut-être conclure avec une dernière question. C'est comme notre question signature. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'avenir, peut-être que ce soit professionnel ou au niveau personnel? Que ça continue comme ça, que le bonheur continue d'arriver et que tout se passe bien et que ça continue dans cette voie, vraiment. Et puis, je vous souhaite aussi à vous le meilleur de votre parcours.
puis que vous arrivez à trouver l'entreprise qui correspond à votre personnalité et que vous me contactiez encore une fois que vous allez être CPA pour qu'on continue de réseauter du sens. Merci beaucoup d'avoir visionné cet épisode du podcast des Bas Bruns. N'hésitez pas à partager un grand nombre ou à laisser un commentaire. De plus, si vous connaissez quelqu'un qui veut participer à nos podcasts, vous pouvez nous écrire à l'adresse juste ici. Merci. Merci à nos partenaires Mazars, Demerson Bone, Hardy Normand et Associés et EY.